L'Algérie est la voix du Sud, une puissance engagée pour la paix et la coopération internationale. Trump s'est mis dans le jeu pour tordre le bras de l'Algérie et de soumettre l'Algérie. Sauf qu'il savait pas, il pensait véritablement, Donald Trump, que l'Algérie c'était un pays arabe, c'est-à-dire qui mange du couscous et qui est capable de donner 1000 milliards de dollars pour voir Rihanna danser à la Mecque. Incroyable. Et le problème, c'est que tout le monde a parlé. Tout le monde avait dit que c'était bon, c'était réglé à l'ONU. Trump a plié l'Algérie, ainsi de suite. Trump, voyant que sa proposition de vote, etc., ses conditions n'allaient pas être votées, c'est une humiliation. Ça veut dire que l'Algérie a plié le bras de Trump. Donc il a revisité sa copie, revisité sa copie, et au final, le texte qui a été voté à l'ONU ne dit rien. Pour ceux qui disent « Qui c'est qui a gagné? Qu'est-ce qui se passe, Sahara occidental ?» Non, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que il ne se passe strictement rien. Voilà, je vous prenez le texte, mais le Maroc a quand même décidé de fêter ça parce que c'est une humiliation en soi. Parce que vous verrez beaucoup de Marocains, c'est ce que je vais vous montrer, faire la fête. Vous comprenez pas pourquoi, c'est Mohamed VI qui a dit faut faire la fête. Parce que c'est une humiliation. Parce que là, les Marocains, et je parle des Marocains du Maroc, je parle pas des touristes qui ont une nationalité. Ils se disent, mais attends, on a normalisé avec Israël, on a léché les noisettes de Trump, et ça nous a rien apporté. L'Algérie a plié le bras de Trump sans lécher les babouches d'Israël. Ah non, il y a un problème, ça. Bonsoir. On plonge aujourd'hui au cœur d'un épisode diplomatique pour le moins tendu. L'impensable, dit-on, se serait produit aux Nations Unies. Une tentative assez directe de l'administration Trump de faire plier un pays, l'Algérie, sur un dossier majeur. Et ça n'aurait pas fonctionné comme prévu. Effectivement, on parle d'un moment assez spectaculaire et surtout très révélateur qui s'est joué au Conseil de sécurité. Le contexte, c'est bien sûr l'éternel dossier du Sahara occidental et ce qui semble se dessiner, c'est une volonté américaine très claire sous Trump. C'est-à-dire ? L'idée, c'était visiblement d'imposer une avancée, disons, significative en faveur du Maroc. C'était vu un peu comme la contrepartie, la récompense logique après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Un geste diplomatique fort, très encouragé par Washington à l'époque. D'accord. Et l'hypothèse américaine, c'était quoi au juste? Que l'Algérie allait céder? C'est ça. L'analyse qui ressort, c'est qu'à Washington, on a fait un calcul peut-être un peu rapide. On s'est dit que l'Algérie, face à une pression maximum, peut-être avec quelques offres en plus, finirait par plier, par accepter une forme de réalisme politique. Une erreur d'appréciation donc. Clairement, si l'on en croit ce qui a fuité. Une erreur d'appréciation fondamentale sur la position algérienne. Mais alors comment on explique cette résistance? L'Algérie donc ne bouge pas. Face à ce qui ressemblait quand même à une manœuvre orchestrée, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les coulisses du Conseil de sécurité pour que ça coince à ce point? Eh bien, ce qui s'est joué, c'est tout simplement l'échec de cette manœuvre américaine. La proposition telle qu'elle était pensée pour, disons, faire avancer la cause marocaine, n'a pas eu le soutien nécessaire. Elle a buté sur des réticences, voire des oppositions claires, même parmi des membres du Conseil qui d'habitude sont peut-être plus alignés avec Washington sur d'autres sujets. Ah oui, non. Donc pas un front uni derrière les États-Unis sur ce coup-là. Pas du tout, semble-t-il. Et le résultat concret, c'est que la résolution finale, quand on l'analyse après coup, elle a été vidée de sa substance. En tout cas, vidée de ce qui aurait pu constituer une avancée majeure pour Rabat. Zéro avancée décisive, quoi. Et ça, c'est interprété comment? Dans certaines analyses, c'est vu comme un vrai revers. Presque une humiliation pour la diplomatie de Trump. Une sorte de leçon. Comme quoi, on ne peut pas juste arriver et forcer ou acheter une décision sur un sujet aussi sensible. Une leçon, le mot est fort. Ça voudrait dire que cette idée très américaine, très transactionnelle, que tout se négocie, que tout a un prix, ça a ses limites. C'est exactement une des lectures possibles, oui. L'Algérie, dans cet épisode, se serait montrée totalement inflexible. Elle aurait refusé à la fois ce qui est décrit comme des menaces, même voilées, et aussi d'éventuels arrangements financiers ou autres en coulisses. L'image qui en ressort, c'est celle d'un pays vraiment campé sur ses principes. Le principe du droit à l'autodétermination des peuples sahraouis, en l'occurrence. Un principe non négociable, donc. Voilà. C'est le message qui semble avoir été envoyé. Il y a des choses qui ne sont pas à vendre, pas monnayables. C'est fascinant. Mais alors, quid du Maroc dans tout ça? Parce que Rabat, de son côté, fait ce geste énorme de normaliser avec Israël. Un geste lourd de sens, politiquement.
symboliquement, encouragé par Washington. Et au moment où on s'attendrait logiquement à une contrepartie, surtout sur le dossier prioritaire, le Sahara occidental, rien. Enfin, rien de tangible dans ce vote précis à l'ONU. C'est quand même un paradoxe énorme, non? C'est tout le paradoxe, oui. Vous mettez le doigt dessus. D'un côté, un investissement diplomatique majeur pour le Maroc, et de l'autre, un retour sur investissement qui, sur ce front onusien spécifique, à ce moment T, paraît très décevant. Bien sûr, il y a eu la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ça, c'était énorme pour Rabat. Mais la traduction au niveau du Conseil de sécurité, qui est l'organe clé, ça n'a pas suivi comme espéré. Mais alors, comment on explique la communication marocaine? Parce que, si mes souvenirs sont bons, on a entendu parler de succès, d'avancées. S'il n'y a pas eu de gain réel dans la résolution, c'est quoi? C'est une façade? Un décalage entre le discours public et la réalité des négociations? Ah, la communication diplomatique. C'est tout un art, vous savez. La perception, c'est souvent aussi important que les faits bruts. Il est possible que pour Rabat, le simple fait d'avoir maintenu la pression, d'avoir eu ce soutien affiché des États-Unis et surtout d'avoir évité un recul, était présenté comme une forme de victoire. Il faut aussi peut-être voir ça sur le temps long. La normalisation, l'alignement sur Washington, ça visait peut-être des gains plus larges ou différés. Mais oui, sur cet épisode précis au Conseil, l'analyse des faits rapportés montre une absence de progrès décisif. D'accord, donc si on se remet du point de vue algérien, tel qu'il est rapporté en tout cas, c'est une forme d'affirmation? Une démonstration de capacité de résistance? Parce que tenir tête comme ça, non seulement aux voisins, mais carrément à la superpuissance américaine, ce n'est pas rien. Ah, c'est certain. L'interprétation qui domine, vue d'Alger ou par ceux qui observent avec sympathie cette position, c'est exactement ça. C'est une validation de leur ligne d'indépendance diplomatique. La preuve qu'il est possible, même pour une puissance qu'on qualifie de moyenne, de résister à une pression énorme, quand on estime que des principes fondamentaux sont en jeu. Le message sous-jacent, il est assez clair. L'Algérie n'est pas juste un pion qu'on déplace, c'est un acteur avec qui il faut composer. Et ces positions ne sont pas dictées de l'extérieur. Voilà. Et ça nous ramène au cœur du problème, finalement, le Sahara occidental. Parce qu'au-delà de ce drame diplomatique à l'ONU, des pressions, de la normalisation Maroc-Israël, le constat, il est brutal. Le conflit reste bloqué. Les efforts marocains, même avec l'appui très actif de Trump à ce moment-là, n'ont pas suffi à débloquer la situation en leur faveur de manière, disons, définitive. Sur la scène internationale, le statu quo perdure. Et ce statu quo, au fond, il arrange qui? Si le Maroc n'obtient pas cette reconnaissance internationale via l'ONU, et si de l'autre côté la solution politique prônée par Alger et le Polisario n'avance pas non plus, on est dans un enlisement. Cet épisode, c'est juste une péripétie de plus, une escarmouche dans une longue guerre d'usure diplomatique, où ça marque un vrai tournant dans les rapports de force. C'est la grande question des implications sur le long terme, si on résume les points clés de l'analyse de cet événement précis. Premièrement, on a cet échec américain. L'échec à imposer leur vision, dictée par leurs alliances du moment. Deuxièmement, la résistance algérienne, qui est présentée comme une victoire diplomatique, une affirmation de souveraineté. Troisièmement, la situation du Maroc. Exactement. Troisièmement, le Maroc, qui, malgré son geste fort de normalisation et l'appui US, n'obtient pas de retour immédiat sur ce dossier au Conseil de sécurité. Et quatrièmement, la conséquence directe, le dossier Sahara occidental reste gelé, pas d'avancée vers une résolution. Oui, mais il n'y a pas une dimension qui va au-delà de la simple tactique. Ce que vous décrivez, ça ressemble presque à une confrontation de philosophie, non? D'un côté, une vision très classique de la souveraineté, du droit international, que l'Algérie défend bec et ongle, et de l'autre, une approche plus transactionnelle, plus pragmatique peut-être, certains diraient cynique, où les alliances, les rapports de force priment. Oui, tout à fait. La portée symbolique est très très forte dans la façon dont cet épisode est raconté. C'est présenté un peu comme le droit contre la force, ou en tout cas contre l'influence et la pression. L'Algérie, dans ce récit, elle incarne la résistance du principe face aux puissants. Et le fait qu'elle ait tenu bon sur cette manche précise, c'est interprété comme un signe que cette résistance n'est pas forcément vaine. C'est quand même fou de voir comment un dossier régional comme celui-là devient le théâtre d'enjeux aussi fondamentaux sur la nature des relations internationales. Exactement. Et ça nous amène, je crois, à une question plus large, pour peut-être conclure notre discussion. Dans ce monde où tout bouge si vite, où les alliances se font et se défont, où la pression des grandes puissances est constante, quelle est la vraie marge de manœuvre
La marge de manœuvre pour les États qui essayent de garder une ligne indépendante, une diplomatie basée sur des principes plutôt que sur des arrangements de circonstances. Et jusqu'où cette résistance, cette posture de principe qu'on a vue ici avec l'Algérie, peut-elle vraiment tenir face à la réelle politique, face aux offres qui peuvent paraître à un moment donné pragmatiques, voire nécessaires? Est-ce que c'est une voie qui est durable sur le long terme, ou est-ce que c'est une sorte d'exception, peut-être héroïque, mais coûteuse au final? La question, effectivement, reste entière.